Bonjour. Après cette petite escapade dans le présent, le futur et tout ce qu'on peut faire avec les nouvelles technos, je vais m'asseoir, ce sera aussi bien. On va revenir d'abord en français, autant que possible, en utilisant quand même quelques petits mots anglais de temps en temps, parce que c'est plus chic. On va revenir dans le business. Pour parler des agences médias et de leur rôle qui s'est quelque peu qui est devenu beaucoup plus important qu'il n'était, tout simplement parce que, vous le savez tous dans cette salle, pendant très longtemps, c'était assez simple. Il y avait les médias, il y avait les annonceurs, et puis il y avait les agences, et puis on achetait. Et c'était très simple. Depuis quelques années, et chaque jour un peu plus, le paysage se complique. Les médias eux-mêmes, on le voit, on vient de le voir à l'instant, ont des offres de plus en plus affinées, de plus en plus sophistiquées, empruntent les terrains des uns et des autres. En face de ça, les marques ont elles-mêmes des demandes qui sont de plus en plus sophistiquées parce qu'elles doivent émerger, elles doivent toucher leurs consommateurs, leurs prospects, aussi efficacement que possible, avec autant de performance que possible. Et donc, le rôle des agences médias, c'est un petit peu compliqué. On est là donc avec les trois acteurs finalement de la chaîne, qui sont Patricia Lévy, présidente des Écomédias, le média, Caroline Bruel, directrice de la com du Club Méditerranée, la marque, et Thierry Jadot, président des GIS Média. Donc, finalement, l'agence est celui de qui on attend tout, probablement. Alors, je vais commencer d'abord par le client, par l'annonceur, et bien sûr, et pour lui demander, aujourd'hui justement, qu'est-ce que vous attendez des agences médias? Est-ce que vous attendez aujourd'hui de la créativité plus que un conseil d'achat et une aide à l'achat? Bien, bonjour à tous. First of all, I would have loved to do that in English because I know there are some English people, and for an international brand as Club Med, I think it would have been good, but it's going to be weird because we are all speaking okay, we could do English. That, but so let's switch to French. But oui, bien entendu, c'est très important la créativité et ce que nous demandons aujourd'hui à nos agences doit servir les objectifs de la marque. Alors en ce qui concerne Club Med, une marque aussi spécifique, une marque aussi riche, doit pouvoir appréhender une communication globale et bien sûr travailler en priorité le contenu. Donc aujourd'hui, quand on travaille avec des médias, quand on travaille avec nos agences, on leur demande de réfléchir avec nous. Et je crois que le changement de donne actuel, le bouleversement du paysage médiatique, on avait déjà échangé sur le sujet, c'est une chance pour les annonceurs, pour les médias et pour les agences de créer une action tripartite et de se serrer les coudes pour avancer ensemble et cheminer, brainstormer et s'aider les uns les autres, c'est-à-dire l'agence à mieux comprendre le paysage et l'évolution du paysage médiatique et voilà, les évolutions qui vont très très vite et évidemment les médias pour faire connaître en temps réel leurs évolutions également et comment nous, en tant que marque, on s'intègre et ce qu'on peut nous proposer d'un peu plus original que la simple page de pub ou l'encart au milieu d'un magazine avec quelques pages de jolis contenus mais qui bouleversent pas tout. Et nous, au Club Med, on a envie de créer, d'être disruptif, comme diraient nos amis des agences de créa dont je ne citerai pas le nom. Et voilà. Alors justement, vous avez besoin d'agences de créa, vous avez besoin d'agences médias, mais vous demandez de la créativité à vos agences
à vos agences médias. L'agence média, elle tend à se substituer à l'agence créative. Son rôle est en train de changer? Oui, son rôle est en train de changer parce que Caroline a dit très bien que le processus créatif n'est plus du tout le même que celui qu'on connaissait jusqu'à présent, à savoir que l'annonceur réalisait d'une certaine façon dans son coin son plan marketing, qu'il briefait une agence de pub et que cette agence de pub briefait son agence média. Aujourd'hui, le processus créatif est bien plus collaboratif avec des acteurs qui participent justement à l'élaboration de cette stratégie marketing, cette stratégie de communication et même plus en amont parce que le digital a un véritable impact sur le business des entreprises. Ces agences remontent dans la chaîne de valeur et dans l'élaboration d'écosystèmes plus sophistiqués mais plus efficaces. Donc on se substitue, je ne sais pas. En revanche, on devient un acteur incontournable, ne serait-ce que parce que nous avons dans nos groupes de communication accès à la data. Et l'accès à la data, ça signifie une connaissance très approfondie du client, de nos clients, et que c'est par ce processus créatif qui est à la fois analytique, fondé sur la data, et intuitif aussi, qu'on trouve les meilleurs contenus pour toucher les points de contact qui sont, je dirais, le Graal. C'est quel est le point de contact le plus pertinent pour adresser un message, adresser un contenu et faire vivre des expériences, parce que ce n'est pas juste les mettre en relation avec un contenu, c'est leur faire vivre des expériences. C'est pour ça que je parle d'écosystème, parce que c'est la seule façon de faire vivre des expériences à nos clients. Mais alors du coup, vous faites tout, quoi. Vous connaissez le consommateur, vous avez de la data, et maintenant vous créez aussi du contenu. Oui. Ouais. J'ai presque envie de dire, ça va peut-être pas faire plaisir à quelques publicitaires, mais je pense qu'ils y viennent. Je pense que si je fais la distinction entre le contenu et la publicité, je trouve que le contenu, c'est de la publicité avec les datas en plus. Ça va faire effectivement plaisir à un certain nombre de gens. Mais vous n'êtes pas seul à faire du contenu, parce que les médias êtes vous-même de plus en plus. Alors vous avez des supports de plus en plus sophistiqués. Il y a un certain nombre de gens bien au-delà de cette salle qui nous regardent sur les Échos TV. Donc la presse fait un petit peu de télé, même pas mal. Tous les médias se croisent, etc. Et vous aussi, vous offrez, et vous avez des structures qui permettent d'offrir aux marques des contenus, des opérations spéciales. Comment ça se passe là, entre vous deux, entre l'agence et le média? Bon, on va vous donner le secret pour que ça fonctionne. Ce qui est certain, c'est qu'un média a une relation très privilégiée avec ses lecteurs, internautes, mobinautes, et que la marque média partage la qualité de cette relation avec les marques, annonceurs. L'agence, elle, nous pousse dans nos retranchements pour qu'on crée cette alchimie, pour que le média soit capteur d'attention et qu'ensuite il mette cette audience au service de la marque. Donc, l'agence peut encore plus pleinement jouer son boulot de conseil stratégique, puisqu'il est à la fois coach du média, pour lui demander de donner le meilleur de lui-même, et en même temps sélectionneur pour le compte de la marque. Donc, en gros, c'est l'agence qui fait gagner une équipe, quoi. D'accord. Et c'est beau. Et le client qui arbitre. Oui, mais je pense que, je veux dire, une fois de plus, c'est pas l'agence média qui briefe le média en disant tiens, j'ai 10 000 € pour jouer, est-ce que tu peux me trouver une idée géniale? C'est plutôt un processus dans lequel, dans des workshops, la régie publicitaire est impliquée, mais pas seulement la régie publicitaire, les éditeurs sont impliqués, le client est impliqué, et là où les agences sont impliquées pour trouver le contenu le plus pertinent, sans... J'insiste aussi sur cette dimension et des contenus qui ne sont pas toujours mercantiles. Parce qu'il y a toujours cette crainte des médias qui consiste à dire qu'à partir du moment où je mets un éditeur dans une salle devant un annonceur, on va lui demander de faire le panagérique de la marque. Ce n'est pas ce qu'attendent les lecteurs ou les auditeurs de ce média. Ils attendent aujourd'hui de plus en plus de mieux connaître les marques
pour ce qu'elles sont, quelles sont leurs valeurs, et pas seulement ce qu'elles proposent d'un point de vue commercial. Ce qui est vrai, c'est que la mutation qu'évoque Caroline nous offre à tous une opportunité de remettre les compteurs à zéro. Parce qu'on va réapprendre à travailler ensemble et on va chercher ensemble des nouvelles solutions. Voilà. Quand on voit un annonceur produit d'entretien sur le New York Times, on se dit, bon, on n'a pas fini encore de faire des choses intelligentes, la preuve, il y en a. Voilà. Alors, oui, juste, Caroline. je voulais rajouter ce qui est aujourd'hui un point probablement d'amélioration encore, c'est tout ce qui touche au digital et à la vision qu'on peut se faire et aux différentes tactiques de présence en termes de digital, parce qu'on constate quand même que là, les médias ne sont pas tous au même niveau et n'ont pas une stratégie forcément tous très aboutie. Et on attend du coup beaucoup de l'agence et des médias pour ensemble nous éclaircir ce paysage et quitte à nous montrer leurs projets futurs. Alors justement, c'est le deuxième rôle de l'agence média, hein, c'est d'être l'éclaireur, le guide pour les marques. D'une part, les marques, vous trouvez que vos agences ou votre agence répond et vous explique suffisamment en amont ce qui se passe, ce qui va se passer et comment est-ce qu'il faut se positionner par rapport aux nouvelles offres? Alors oui, ce travail est fait et on partage énormément. En revanche, ils ne peuvent partager que les informations qu'ils ont. Et on est quand même dans un paysage qui est encore en train de se bouleverser. Donc du coup, il y a un risque aussi parfois dans les différentes propositions sur le côté digital de gadgetisation, je ne sais pas si ça peut se dire, des propositions. Et là, il manque peut-être quelque chose qui émerge, qui fasse vraiment du sens. Voilà, je trouve que là, on n'a pas encore forcément une réflexion super aboutie et des actions très coordonnées. Nous-mêmes, hein, en tant que marque, il faut le reconnaître aussi par rapport au plan de viralisation d'une campagne de pub, par exemple, de digitalisation. On est tous partis tête baissée sur le sujet, mais on ne sait pas trop où on va. Voilà, je dis juste que c'est un sujet quand même à adresser très fortement pour pouvoir émerger. Alors, parce qu'on nous abreuve de chiffres sur... tout le monde a le meilleur site internet du monde, avec le plus d'internautes, etc. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire, au-delà du contenu, qui va d'ailleurs avec le contenu et cette partie éditoriale qui, effectivement, n'est pas un gros mot quand on parle d'approche globale des médias. Surtout pas, au contraire. Et alors justement, vous Thierry, quand la marque vous demande conseil sur telle ou telle action à mener, sur tel ou tel support, est-ce que ça vous arrive de dire non, ça c'est en effet un gadget, ou alors il est trop tôt, ou est-ce que vous poussez un peu à la consommation? Alors on pousse forcément à la consommation. Parce que vous avez vu, Maurice Lévy a donné les chiffres tout à l'heure, le marché publicitaire n'est pas forcément en croissance en 2013, je pense qu'il sera plutôt stable en 2014. Ce qui, moi, me préoccupe plus, c'est de voir que, tendanciellement, depuis un certain nombre d'années, le poids des investissements publicitaires rapportés au PIB en France est en train de décliner. Et quand on voit toutes les alternatives qui existent pour les marques d'aller consommer des produits, eh bien, il est temps que les marques se rendent compte qu'elles risquent de perdre beaucoup du lien qui est déjà ténu avec leurs clients si elles ne se remettent pas à créer de l'engagement à travers des dispositifs qui peuvent être créatifs et dont on peut mesurer l'efficacité. Parce que c'est quand même le miracle du digital, c'est qu'on peut à peu près mesurer tout dans l'univers digital. Mais bien sûr, il y a des dispositifs qui peuvent apparaître comme relativement anecdotiques. Ce qui est important aussi dans cet univers qui bouge, c'est d'expérimenter des choses. De ne pas dire je mets 90% de mon budget dans de l'expérimentation, mais de se créer cette culture qui fait que quand le média, quand le device, quand le mobile deviendra un outil qu'on va utiliser pour aller payer en magasin, eh bien on se sera créé cette culture et cette expérience pour pouvoir vraiment adresser aux clients qui nous intéressent, aux prospects, à travers de la géolocalisation, etc., les contenus, les bons messages, puisqu'on sait très bien qu'à chaque device, à chaque terminal, doit correspondre un contenu qui est effectivement avec une colonne vertébrale commune,
mais avec des activations qui, elles, diffèrent, parce que le lieu de consommation, la façon de consommer ces médias est différente. Mais je voulais juste insister aussi, c'est que, et je le vois, et on est aux Échos, et je vous invite, alors il se trouve que c'est un client, mais voilà, qu'on a fait une très belle opération avec BMW, et c'est typiquement ce type d'opération qui embrasse justement des problématiques éditoriales, des problématiques de marque, et c'est ce vers quoi il faut aller. Vous, médias, vous servez de l'expertise des agences pour vous-même améliorer votre offre et mieux répondre à ce que finalement, Caroline et ses confrères attendent. Oui, on est à la fois force de proposition et à l'écoute pour être guidé. Je crois que ce qu'on va redécouvrir dans un monde où forcément on est tous premiers quelque part, hein, c'est le métier d'un média de dire qu'il est premier. Au-delà de ça, ce qu'on va redécouvrir, c'est l'affinité. Et on aura beau parler de ciblage quantitatif, l'affinité restera le premier vecteur d'engagement des clients. Je crois que c'est là où les marques médias vont devoir continuer à développer leurs points de différence et à développer la relation de confiance qu'elles ont avec leur audience. Et donc, toute la difficulté est de trouver la juste frontière pour continuer à préserver cette relation ténue et cette relation de confiance qu'on a avec notre audience et en même temps présenter à notre audience un nouvel ami de la famille qui sont les marques. Voilà. Et évidemment, on n'en est qu'au début de l'histoire, donc on est tous assez privilégiés ici puisqu'on est en train d'écrire des nouveaux métiers et des nouvelles formes de com. Je pense que quand cette conférence média aura lieu dans 20 ans, on ne parlera plus d'achat de pages ni de bannières. En revanche, on continuera de parler des marques qui sauront par exemple tisser un lien d'exception. Nous, on sait que plus de 70% de nos lecteurs ne lisent pas un autre quotidien, qu'on a un abonné digital sur 2, et que c'est ça qui fait la différence, et qu'à un moment donné, quand l'agence arbitre et fait sa reco auprès de son annonceur, elle lui met d'abord en avant les critères qui répondent le plus au brief. Alors, le revers de la médaille, c'est que ça donne beaucoup plus de boulot à l'annonceur, parce que vous êtes obligé d'avoir des briefs plus précis et de faire des choix, et on sait que choisir, c'est toujours renoncer. Tout à fait, mais en même temps pour un retour sur investissement qui sera certainement beaucoup plus fort. Je voulais juste dire un mot, tu parlais de créativité, je voulais juste dire que la créativité, elle vient de toutes parts. Et s'il y a des endroits où on travaille la créativité, c'est bien dans les médias. Je veux quand même leur rendre hommage parce que ce n'est pas juste les agences médias qui disent les mecs, soyez plus créatifs. Je veux dire, la créativité émane aussi de ces structures justement bicéphales où la régie publicitaire travaille avec les éditeurs pour proposer justement des contenus ou des espaces qui créent cette créativité-là. Alors, certes, mais il y a aussi une créativité, il y a un domaine là dont Patricia parlait à l'instant qui a déjà changé, qui est l'achat. Plus ça va, plus l'achat est automatique, RTB, Real Time Bidding, pour revenir un petit peu à l'anglais. Donc, ce n'est pas encore généralisé sur tous les médias et sur tous les supports et tous les formats, mais ça grandit. Ça a commencé sur le display et ça s'étend un petit peu partout. Alors, ça change le boulot chez vous. Une partie de votre travail, de votre métier d'origine a sérieusement changé. C'est en train de révolutionner l'achat d'espace. Aujourd'hui, alors il se trouve qu'Edgy, c'est le premier acteur sur les trading desks en France. Au moins 25% de notre achat display passe par les plateformes d'ad exchange. C'est en train de bouleverser l'achat parce qu'effectivement, on passe d'un achat où on achetait effectivement un espace à une forme d'achat où on achète de l'audience qualifiée. Et ces datas dont j'ai parlé au début de cette intervention, ces datas nous permettent effectivement d'être de plus en plus précis sur cette qualification des contacts et de ne faire payer à l'annonceur que les contacts qui nous intéressent. Et encore, ça c'est Bruno qui racontait ça, et encore, quand le contact en question a bien vu la vidéo au-delà de 5 secondes et qu'éventuellement il a activé la bande son lorsqu'il s'agit d'une vidéo. Donc on arrive à un niveau de sophistication
je dirais, d'identification du contact Caroline qualifié et de mesure de son visionnage de la vidéo lorsqu'il s'agit d'un visionnage qui bouleverse son achat. Aujourd'hui, ça concerne essentiellement le display. Petit à petit, ça va concerner tous les médias qui se digitalisent. Et lorsque la télé... tous les médias. Pardon ? C'est-à-dire à peu près tous les médias. À peu près tous les médias. Il y avait une étude que je lisais aux États-Unis qui disait, d'abord, c'est un modèle qui fonctionne à travers Google, parce que Google, qui représente à peu près 60%, enfin 60%, les moteurs de recherche qui représentent 60% du marché digital en France, avec Google 97% de part de marché, fait qu'il y a déjà 50% du marché de l'achat d'espace digital qui fonctionne sous cette forme. On estime que ça fera 100% quasiment de l'achat display. Et tout ce qui se digitalise, je pense aux écrans du métro, je pense aux écrans des malls, je pense à la radio digitale et bien évidemment la télé dès lors qu'elle va être connectée, connectable et qu'on va l'utiliser sous cette forme, eh bien on pourra définir qui sont les personnes qui sont derrière leur écran et leur adresser des messages personnalisés. C'est quand même, pour des marketeurs, un petit peu le Graal. C'est-à-dire on est passé d'un achat d'espace un petit peu à l'aveugle à un achat d'espace très one-to-one. Aussi transparent que possible. Pour le média, ça change aussi quelque chose. La valorisation de vos espaces change. En fait, ce qui change, c'est que l'automatisation laisse moins de place à la subjectivité. Donc, ça veut dire qu'en amont, il faut qu'on fasse plus fortement encore notre travail de conviction et faire valoir nos faits d'armes en tant que médias et nos différences. Et ensuite, progressivement, ce marché va comprendre comment créer de la valeur. Donc, aujourd'hui, on en est vraiment au balbutiement. Ce que je pense, c'est que plus on cherchera une cible précise parce qu'elle est utile, plus cette cible sera valorisée et payée. Il y a aussi une forme de déstructuration du marché que fait le RTB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un annonceur peut avoir son trading desk, un média peut avoir son trading desk, tout le monde peut jouer à tout. Enfin, potentiellement, en tout cas, tout le monde peut jouer à tout, sans compter le fait que des éditeurs de logiciels eux-mêmes s'instaurent comme vendeurs, intermédiaires dans ce marché. Alors, comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Parce que, en particulier pour l'annonceur, parce que vous vous trouvez face à une offre il y a des tas de gens qui viennent vous dire moi je peux vous vendre de la pub sur tel ou tel support, c'est beaucoup plus efficace que chez le voisin. Alors moi je trouve que ça a un intérêt par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire surtout, et d'ailleurs Thierry le disait, l'aspect digital, c'est-à-dire pour clarifier la visibilité des offres sur le digital et les différents grossets, les retours sur investissement qu'on peut avoir. Là oui. Par contre, je rejoindrai plus le point de Patricia sur tout ce dont on a parlé en amont, à savoir oui, cet aspect création de valeur et cet aspect offre globale qui fait rentrer bien plus que juste un ciblage, mais aussi une proposition stratégique, et une offre stratégique qui doit se construire à trois. Et donc, je voudrais juste dire que c'est pas parce qu'on a mis en place qu'il y a des trading desks qu'il y a une perte de valeur pour le média. Je pense qu'il y a beaucoup de médias qui ont mis en vente à travers les plateformes d'ad exchange leur inventaire invendu. Mettant en vente leur inventaire invendu, il est évident qu'il y a une pression sur les tarifs, parce que ce qui est invendu vaut sans aucun doute moins cher que ce qui relève de l'espace premium. Ceci étant dit, je veux dire, ces plateformes d'ad exchange exigent de la technologie, exigent de l'intelligence humaine pour choisir les bonnes datas, les bons fournisseurs de ces datas qui vont permettre de mieux définir quelles sont les cibles qui nous intéressent. Donc, automatisation, oui, d'une partie du process, sauf qu'on continue à délivrer de la valeur ajoutée pour justement être de plus en plus précis dans la définition de ces cibles et dans la connaissance des contenus et des messages susceptibles de les intéresser. Ça ne fait pas augmenter les prix quand même? Pas encore. Ça va venir. Ça va venir parce que les audiences seront plus... parce que vous vendrez de l'audience qualitative à l'instant où il faut la vendre, à la personne où il faut la vendre. Parce que, effectivement, petit à petit, ce n'est pas uniquement nos invendus
qui seront sur ces trading desks, comme tu le dis Thierry, mais plutôt peut-être ce qui aura le plus de valeur et que le système d'enchères prendra toute sa valeur. En réalité, le principe même des enchères est censé permettre de faire monter les prix. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. S'il n'y a personne dans la salle, on va vendre un très beau buffet à pas cher et c'est dommage. En revanche, si on a bien fait le boulot en amont avec le commissaire-priseur, qu'on a bien expliqué la valeur du buffet et qu'on a les bonnes personnes dans la salle, alors on peut le vendre plus cher, même que si on ne l'avait pas mis aux enchères. Je crois que c'est cet apprentissage-là qu'on n'a pas encore fini de faire. Ouais, alors en matière, parce que tu as posé la question, en matière d'internalisation, j'ai juste un doute, parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises qui ont, pendant une période, internalisé le search et qui en reviennent. Ils en reviennent parce qu'ils se rendent compte que les talents qu'ils ont en interne, eh bien, ils sont en train de perdre le lien avec toute la sophistication qui est en train de s'opérer à l'intérieur du search. Donc moi, je veux croire que sur les trading desks, des entreprises comme les nôtres vont continuer à pouvoir délivrer à des annonceurs une valeur ajoutée grandissante, surtout qu'il y a de plus en plus de médias qui, se digitalisant, sont susceptibles de fonctionner à travers des trading desks dans leur commercialisation. Donc, si je résume, c'est génial parce que le travail des agences médias est encore plus valorisé, plus la techno est importante, plus on a besoin de l'expertise des agences médias et plus les médias évoluent, plus on a besoin de vous. La question, en vérité, c'est est-ce que vous êtes assez payé? En fait, il se passe les autres. Non, je passe. Il se passe la même question que la question qui est posée aux médias, à savoir, si j'apporte une valeur ajoutée, je suis payé. Si ma valeur ajoutée, dans un monde où la gratuité est quand même consubstantielle, je dirais, du digital, si ma valeur ajoutée, je peux y accéder à travers d'autres terminaux ou à travers d'autres partenaires moins chers, alors effectivement, j'ai du mal à prouver la légitimité de mon intervention. Mais c'est vrai de toutes les marques. Toutes les marques, médias notamment, et toutes les marques également, le Club Med, se posent quotidiennement la question de leur légitimité par rapport à leurs clients. Donc on a exactement les mêmes problématiques. Tu as raison Frédéric de dire que tout n'est pas encore tout rose, mais si je reprends le titre de la conférence qui est entre défiance et alliance, je crois qu'on a passé tous ensemble le stade de la défiance et qu'on est en train de chercher les nouveaux modèles d'alliance. D'accord, c'est bien ça, c'est beau. Et il reste puisqu'on en est à la partie financière, et cette technologie induit une chose qui était peut-être pas prévue il y a 20 ans quand cette loi a été votée, qui est qu'on peut potentiellement contourner la loi Sapin. Est-ce que la loi Sapin, aujourd'hui, a encore un sens à l'heure du RTB, à l'heure du brain content, à l'heure des OP qui sont plus ce qui existait quand elle a été votée, où, voilà, on l'a déjà dit, c'était simple, il y avait un acheteur, un vendeur et une agence. Maintenant, il y a des ordinateurs, il y a des idées qui sont différentes, il y a des médias qui se démultiplient. Thierry ? On peut couper les micros? Non, pardon. J'ai le SIG comme client, donc Michel Sapin est un client. Heureusement, enfin pas heureusement, il est dans un autre, il a d'autres activités que celles qu'il avait en 1993. Je pense qu'il faut distinguer la loi Sapin de l'attente de transparence de la part des clients. Parce que si je parle de la loi Sapin, c'est une loi qui date de 1993, donc il y a 20 ans. Et comme vous le savez, Google est né après la loi Sapin, Facebook est né après la loi Sapin, et Twitter, je ne vous en parle même pas. Donc en fait, cette loi est née à un moment où la quasi-totalité, sinon la totalité de nos partenaires étaient des partenaires médias hexagonaux. Aujourd'hui, une grande partie de nos partenaires ne sont plus des partenaires hexagonaux, puisqu'ils sont, phénomène de globalisation de ces acteurs, voilà, ils sont internationaux. Donc moi, je suis tout à fait en faveur de plus de transparence. Je ne suis pas un adepte de la réglementation pour la réglementation, parce que je pense qu'il y a moyen entre un annonceur et une agence. Club Med est bien plus gros qu'Egis, Orange est bien plus gros qu'Havas, etc., etc. Il y a moyen pour ces acteurs-là d'entrer dans un
d'une démarche de négociation plutôt qu'une démarche de réglementation, parce que cette réglementation, elle sera forcément hexagonale, à un moment où je vous dis nos partenaires sont mondiaux, et à un moment où même les clients d'origine française s'internationalisent et deviennent plus globaux. Donc je pense qu'il y a, oui, à la transparence. En revanche, est-ce qu'il faut étendre à tous les dispositifs la loi Sapin? Je pense que c'est impossible. Alors, on va passer, on pose une question dans la salle, juste avant de conclure. Oui. Bonjour, Jérôme Cochard, je suis né avant la loi Sapin. Et alors, puisque vous plaidez pour la transparence, vous nous avez dit tout à l'heure que 25% de vos achats display étaient passés par des trading desks. Vous pouvez nous dire quelle est la part de chiffre d'affaires que vous touchez sur ces 25%? On va vous dire la part de chiffre d'affaires que je touche sur ces 25%, d'abord parce que je ne l'ai pas en tête, et puis que d'autre part, cette part-là, elle varie en fonction des clients. Elle varie en fonction des clients et elle varie en fonction de la valeur que j'accorde à cette audience qualifiée que j'achète aux enchères. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire simplement, c'est que si les agences médias, je vais juste vous dire un chiffre, les agences médias en France ont un niveau de rentabilité inférieur de moitié à la totalité des autres agences médias dans le monde. Voilà, c'est ça la réalité de notre business. Et donc parce que ce monde-là est en train, l'achat d'espace se commoditise partiellement, la valeur ajoutée qu'on apporte à travers les trading desks évite cette commoditisation généralisée. Premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est parce qu'on est capable de délivrer à travers cette connaissance des points de contact, à travers de connaissance de ce que ces points de contact ont comme intérêt en termes de contenu, qu'on diversifie et qu'on touche de la valeur ajoutée, on délivre de la valeur ajoutée sur laquelle on est rémunéré. Merci. Merci beaucoup. C'est un sujet dont on n'a pas fini de parler en tout cas.